pendant que je travaillais 16 heures par jour, ma sœur suivait ses rêves. Au dîner, mon père a dit, tu es la fille qui travaille, ta sœur est la fille qui s'amuse, c'est simple. Si ça pose un problème, la porte est là, j'ai répondu, aucun problème. Je déménage demain. C'est vous qui aurez un problème. Pour payer le crédit immobilier. J'ai 28 ans, et on vient de me servir l'attribution des rôles familiaux comme si nous étions dans une sorte de réunion d'entreprise tordue. Ma sœur Madison est assise juste là, probablement en train de calculer comment cette proclamation affecte son budget de fournitures artistiques. Alors que je porte encore mes vêtements de travail après une autre délicieuse journée de 16 heures, papa vient de rendre limpide que ma valeur pour cette famille est purement financière. Charmant. La pièce est devenue silencieuse. Maman a arrêté de mâcher son saumon hors de prix, celui que je paie, naturellement. Même le petit ami de Madison avait l'air mal à l'aise, ce qui est impressionnant puisqu'il est généralement aussi conscient de ses émotions qu'une plante d'intérieur. D'où est-ce que vous nous regardez aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et sur le bouton s'abonner si vous vous êtes déjà senti comme un distributeur automatique de billets ambulants pour les personnes qui sont censées vous aimer le plus. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous dépeindre comment je suis devenu le système bancaire personnel de la famille. Cela a commencé assez innocemment il y a 2 ans et demi. Papa a perdu son emploi de directeur régional des ventes. Apparemment, la restructuration du marché est le jargon d'entreprise pour dire « nous avons trouvé quelqu'un de plus jeune et de moins cher ». Maman travaillait à temps partiel dans une boutique haut de gamme, gagnant à peine assez pour couvrir leur habitude hebdomadaire en vin. La demande initiale était raisonnable. Juste aider avec un paiement de crédit immobilier pendant que papa cherchait du travail. Étant la fille responsable et, soyons honnêtes, la seule avec un revenu stable et un cerveau fonctionnel, j'ai dit oui. Ce paiement unique s'est transformé en 6 mois, puis 1 an, puis d'une manière ou d'une autre, je couvre toute leur situation de logement pendant que Madison explore ses chakras dans divers endroits chers à travers le globe. Voici le détail de ma générosité financière, car je tiens des registres méticuleux. Des formations professionnelles d'analyste financière. Crédit immobilier mensuel, 3200 $. Impôt foncier 400 $, assurance 200 $. De plus, je suis devenu d'une manière ou d'une autre responsable de leur forfait de téléphonie mobile, des services de streaming et des expériences culinaires du week-end, car les liens familiaux sont importants. Cela représente environ 4 000 $ par mois ou 48 000 $ par an de mon revenu après impôt. Pendant ce temps, Madison contribue précisément 0 $ et un drame infini à l'équation du foyer. Mon salaire net est d'environ 78 000 $, ce qui signifie que je vis avec 30 000 $ tout en subventionnant 3 adultes, dont l'un pense que l'emploi est une construction sociale conçue pour écraser les âmes d'artistes. Le point de rupture est arrivé ce soir, lorsque Madison a annoncé qu'elle avait été acceptée dans un atelier de photographie exclusif en France. Coût, un modeste 8 000 $. Et naturellement, elle a supposé que je financerais cette dernière aventure de découverte de soi coûteuse. C'est une opportunité tellement incroyable, s'est-elle exclamée, nous montrant des brochures qui ont probablement coûté plus cher à imprimer que ce que certaines personnes gagnent en une journée. Je pourrais vraiment m'établir en tant qu'artiste sérieuse. J'ai calculé rapidement. C'est plus de 2 mois de paiement de crédit immobilier ou la totalité de mon fonds d'urgence que je reconstruis depuis 3 ans. Ça a l'air cher, ai-je dit, maîtrisant l'art de la litote. Maman est intervenue plus vite qu'un défenseur des rêves artistiques du monde entier. Le développement créatif de Madison est un investissement dans son avenir. Et mon avenir à moi, ai-je demandé, sincèrement curieuse de savoir si quelqu'un avait considéré ce détail mineur. La réponse de papa a été son petit discours sur les rôles familiaux, prononcé avec l'autorité de quelqu'un qui n'a pas contribué aux dépenses du ménage depuis plus de 2 ans. Apparemment, je suis l'abeille ouvrière désignée tandis que Madison peut être le papillon à l'esprit libre. Délicieusement traditionnel. Mais voici ce que mon cher vieux papa n'avait pas réalisé. Je suis peut-être la fille qui travaille, mais je suis aussi la fille qui contrôle le compte en banque. Et cette banque en particulier était sur le point de connaître de sérieux changements de politique. J'ai posé ma fourchette avec le genre de calme qui précède généralement les catastrophes naturelles. J'ai dit doucement, le silence qui a suivi ma petite annonce était absolument délicieux. Vous savez, ce moment dans les documentaires sur la nature où la gazelle réalise que le lion n'est pas seulement en train de s'étirer? C'est exactement ce qui est arrivé à la conscience collective de ma famille.
Le verre de vin de Madison s'est figé à mi-chemin de ses lèvres, probablement en train de calculer comment cela affectait ses rêves de photographie en France. La fourchette de maman a cliqueté sur son assiette comme un minuscule drapeau de reddition. Papa est passé par plus d'expression faciale qu'un mime professionnel en pleine crise émotionnelle. Laissez-moi vous donner le dur rappel à la réalité financière que ma famille avait commodément ignorée. Papa, au chômage depuis 2 ans et demi, avec ses allocations de chômage aussi éteintes que son éthique de travail. Maman, employée à temps partiel dans une boutique, gagnant environ $900 par mois, ce qui couvre à peine leur budget d'épicerie quand on prend en compte leur goût pour tout ce qui est bio. Madison, contribuant exactement 0, mais une expertise infinie sur la raison pour laquelle l'emploi traditionnel écrase l'esprit humain. Coût de base du logement, $3,800 par mois. Ajoutez la nourriture, les charges et les fournitures artistiques de Madison. Nous sommes à environ $5,200 de dépenses contre environ $900 de revenus du ménage. Même mes compétences en mathématiques de lettres peuvent repérer ce problème particulier. Tu es dramatique, a dit maman, employant sa stratégie standard d'évitement des conflits. Ah oui? Je me suis levé et j'ai sorti mon téléphone. Dois-je appeler la société de crédit immobilier tout de suite? Parce que je les ai en numérotation rapide. Une habitude professionnelle quand on est la bouée de sauvetage financière de quelqu'un. Papa a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle ait grimpé d'environ 2 octaves. Tu n'oserais pas, voici ce que j'aime chez les gens qui se croient tout permis. Ils fonctionnent sous l'hypothèse que leurs victimes ne se défendront jamais. Ils deviennent si à l'aise avec la dynamique du pouvoir qu'ils oublient qui détient réellement les cartes dans ce petit jeu. Regarde-moi faire, ai-je dit, en composant le numéro du service client que je connaissais par cœur. Madison, dit quelque chose, a sifflé maman, réalisant apparemment que sa fille parasite pourrait avoir quelque chose à perdre dans cette affaire. Madison a ouvert la bouche, probablement pour livrer une sagesse profonde sur la loyauté familiale, mais j'ai levé un doigt. Bonsoir. Ici l'est la chaîne. Je dois annuler un paiement automatique prévu pour demain matin. Numéro de compte se terminant par 4477. Le représentant du service client a été remarquablement serviable. Certainement, mademoiselle Chen, souhaitez-vous reprogrammer ce paiement pour plus tard dans le mois? Non, en fait, ce sera le dernier paiement. Les titulaires du compte devront prendre leurs propres dispositions à l'avenir. Silence de mort du côté de ma famille. On pouvait pratiquement entendre leur sécurité financière s'effondrer en temps réel. Tu ne peux pas juste arrêter, a dit maman faiblement, comme quelqu'un qui remet en question les lois de la physique. En fait, maman, je peux. Concept révolutionnaire, je sais, mais le crédit immobilier n'est pas à mon nom. Je ne suis pas légalement obligé de le payer. Je le faisais par pure bonté de cœur, que vous avez apparemment confondu avec une obligation contractuelle. Papa a tenté de rassembler une certaine autorité paternelle. Jeune fille, tu ne peux pas juste. Jeune fille. J'ai ri, et ce n'était pas particulièrement agréable. Papa, j'ai 28 ans et je soutiens financièrement votre foyer depuis 2 ans et demi. Nous avons largement dépassé le stade où tu peux me faire la morale comme si j'étais privé de sortie pour avoir manqué le couvre-feu. Madison a finalement réussi à contribuer à la conversation. Où est-ce qu'on est censé trouver $3200 d'ici demain? J'ai haussé les épaules avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui ne considère plus que c'est son problème. Eh bien, Madison, il y a ce concept fascinant appelé l'emploi. J'ai entendu dire que c'est assez populaire parmi les gens qui ont besoin d'argent. La panique dans les yeux de papa commençait vraiment à s'installer maintenant que la réalité s'abattait sur lui comme une vague glacée. Plus de dépôts automatiques, plus de filets de sécurité financiers, plus de filles fiables pour absorber les conséquences de leurs mauvais choix. Nous devons en discuter rationnellement, a-t-il dit, sa voix nettement moins autoritaire qu'elle ne l'avait été lors de son petit discours sur les rôles familiaux. Non, vraiment pas, ai-je dit en attrapant mon sac à main. J'essaie de discuter de mes sentiments et de mes limites financières depuis 2 ans. Ce soir, vous avez parfaitement clarifié que ma seule valeur pour cette famille est mon salaire. Je me suis dirigé vers la porte, mais je me suis arrêté pour une dernière observation. Au fait, Madison, j'espère que tu as économisé pour cet atelier de photographie, parce que ce distributeur automatique particulier vient d'être mis hors service de façon permanente. Le trajet du retour a été comme remonter à la surface après avoir failli se noyer. Pour la première fois en 2 ans et demi, je ne calculais pas mentalement comment étirer mon salaire pour couvrir les choix de vie de tout le monde.
Le soulagement était presque enivrant. Mon téléphone a commencé à avoir ce que je ne peux décrire que comme une crise de panique électronique avant même que j'arrive à mon immeuble. Texte après texte, chacun plus désespéré que le précédent. C'est incroyable à quelle vitesse les gens développent des compétences en communication lorsque leur sécurité financière est menacée. Maman, chérie, parlons-en calmement. Traduction, s'il te plaît, recommence à financer notre style de vie. Papa, ne prends pas de décision que tu regretteras. Traduction, j'ai terriblement peur. Madison, tu vas vraiment nous laisser perdre notre maison pour une dispute stupide? Traduction, mon atelier de photographie en France vient de s'évaporer. Une dispute stupide. C'est à cela que 2 ans et demi d'exploitation financière avaient été réduits, une dispute stupide. L'audace était presque impressionnante. J'ai mis mon téléphone en silencieux et me suis versé un verre de bon vin. Vous savez, la bouteille que je gardais pour une occasion spéciale. Eh bien, déclarer mon indépendance face à un dysfonctionnement familial me semblait plutôt spécial. Assise dans mon propre salon, buvant mon propre vin dans mon propre espace que je paie avec mon propre argent, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler une révélation. J'avais vécu comme une otage dans ma propre vie. Et pire, j'étais celle qui tenait la clé de ma propre cellule de prison. Mon appartement ne gagnera aucun prix de design, mais il est à moi. Une chambre, une cuisine décente, un petit balcon où je cultive des herbes qui survivent réellement à ma négligence. J'avais été si occupé à financer le confortable paradis de banlieue de 3 chambres de mes parents que je n'avais jamais vraiment apprécié d'avoir un espace où personne ne pouvait me demander de contribution financière. Le lendemain matin a apporté l'équivalent numérique d'une catastrophe naturelle. 42 appels manqués et 53 textos. J'ai fait du café, du bon café, le genre que je peux me permettre quand je ne subventionne pas les dépenses des autres, et j'ai lu les messages comme un divertissement matinal. Les textos se classaient dans des catégories prévisibles. Les tentatives de culpabilisation de maman sur la loyauté familiale, comme si la loyauté était une rue à sens unique qui menait directement à mon compte en banque. Les tentatives de plus en plus désespérées de papa pour exercer une autorité paternelle qui sonnait aussi creux que ses efforts de recherche d'emploi. Les calculs frénétiques de Madison sur la façon dont elle financerait son style de vie artistique sans sa marraine la bonne fée financière personnelle. Mais le message qui m'a vraiment fait éclater de rire est venu de mon frère Derek. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» Maman m'a appelé en pleurant à propos de la perte de la maison. J'ai rappelé Derek parce qu'il vit à l'autre bout du pays et a le luxe d'une perspective objective sur le dysfonctionnement de notre famille. Derek, j'ai arrêté de payer le crédit immobilier de maman et papa. Long silence. Attends, tu payais leur crédit immobilier depuis combien de temps? 2 ans et demi. 3200 $ par mois plus les charges et l'assurance. Bon sang, c'est. Je pouvais l'entendre calculer. C'est presque 40 000 $ par an. Et c'est 96 000 $ sur toute la période, mais qui compte? Plus de silence. Je n'avais aucune idée que c'était à ce point. Je pensais que tu aidais juste de temps en temps. C'est parce qu'ils l'ont présenté comme une aide occasionnelle alors que c'est devenu mon 2e emploi à temps plein. Derek a soupiré. Je ne peux pas assumer ce genre de dépenses. Les salaires d'enseignants ne couvrent pas vraiment des paiements de crédits supplémentaires. Je ne te demande pas de le faire. J'en ai juste marre d'être leur solution permanente à des problèmes temporaires qui sont devenus permanents d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà vécu le moment où vous réalisez que votre famille vous traite comme une entreprise plutôt que comme une personne? Après avoir parlé à Derek, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai regardé ma situation financière sans que les obligations familiales n'entrent en ligne de compte. Les résultats étaient honnêtement choquants. Sans la ponction mensuelle de 4 000 $, je pouvais réellement économiser de l'argent. Du vrai argent. Assez pour enfin poursuivre mon rêve de créer ma propre entreprise de conseil. Assez pour faire ce voyage en Nouvelle-Zélande que je reportais depuis 3 ans. Assez pour avoir un fonds d'urgence qui n'était pas constamment vidé pour les urgences des autres. Cet après-midi-là a vu la visite de maman, armée de yeux rouges et de sa voix de mère inquiète. « Chérie, nous devons arranger ça. » « Il n'y a rien à arranger, maman. Je ne finance plus votre style de vie, c'est tout. Mais nous allons perdre la maison. Alors vous devrez trouver comment éviter ça. J'ai entendu dire que l'emploi est toujours une option viable. Elle a essayé toutes les techniques de manipulation du livre. La culpabilité sur la loyauté familiale.
ignorant commodément que la loyauté devrait fonctionner dans les deux sens. Les rappels de tout ce qu'ils avaient fait pour moi en grandissant. Comme si être parent était un prêt qui nécessitait un remboursement financier. Les prédictions du regret que je ressentirais quand ils seraient sans abri. Parce qu'apparemment, je suis responsable de prévenir un sans-abrisme que je n'ai pas créé. Finalement, j'ai dit ce qui devait être dit. Maman, je t'aime, mais tes problèmes financiers ont cessé d'être ma responsabilité au moment où papa m'a dit que ma seule valeur était mon salaire. Quand elle est partie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Une paix réelle et sincère avec ma décision. Parce que voici la vérité sur l'obligation familiale que personne ne mentionne dans ces films de vacances réconfortants. Ce n'est une obligation que si vous choisissez de l'accepter. Une semaine après ma déclaration d'indépendance financière, la réalité s'installait sur ma famille comme un brouillard après une tempête. Les appels téléphoniques frénétiques avaient évolué vers une panique plus stratégique, et j'assistais aux premières loges pour voir à quel point le gouffre de leur dépendance était profond. Madison a appelé mardi matin, et sa voix avait complètement perdu sa confiance habituelle de privilégié. Ila, je dois te demander quelque chose, et s'il te plaît, ne ris pas, j'écoute. Comment les gens trouvent-ils réellement un travail? Jean, quel est le processus réel? J'ai dû poser le téléphone un moment parce que j'allais soit rire hystériquement, soit crier dans le vide. Ma sœur de 25 ans, diplômée d'université avec un diplôme en communication, me demandait d'expliquer le concept de base de l'emploi. C'est comme demander des instructions détaillées sur la façon de respirer. Madison, tu soumets des candidatures, tu passes des entretiens avec des employeurs potentiels et, espérons-le, tu reçois des offres d'emploi. Mais où est-ce que je soumets des candidatures? Quel genre de travail quelqu'un comme moi pourrait même faire? Et qu'est-ce que je porte à un entretien? Cette conversation a révélé la profondeur stupéfiante de son détachement de la réalité adulte. Elle avait été si complètement protégée par le soutien familial que les compétences de base de la vie ne s'étaient jamais développées. Une partie de moi avait sincèrement pitié d'elle. Une plus grande partie de moi se sentait complètement justifiée dans ma décision. Madison, tu as un diplôme en communication. Tu pourrais travailler dans le marketing, la gestion des médias sociaux, les relations publiques, la planification d'événements. Il y a de vrais parcours de carrière pour les gens avec ton éducation. Mais je n'ai aucune expérience. Alors tu commences par des postes de débutant et tu acquiers de l'expérience, tu sais, comme tout autre être humain sur le marché du travail. Longue pause. Et l'atelier de photographie en France? Qu'en est-il? J'ai déjà payé la compte avec ma carte de crédit d'urgence. Bien sûr, elle l'avait fait. Ma sœur avait une carte de crédit d'urgence pour les ateliers d'art, mais aucune compréhension de la façon de générer des revenus. L'ironie était presque artistique en soi. Madison, ce n'est plus mon problème. Tu as pris cette décision financière sans consulter ton ancienne source de financement. Mercredi a apporté la tentative de négociation de papa, livrée avec le désespoir de quelqu'un dont le bluff venait d'être éventé. Et si on partageait le paiement du crédit? Tu couvres la moitié, on trouvera bien un moyen pour l'autre moitié. Non. Non. Juste comme ça. Papa, je ne négocie pas de plan de paiement. Je ne paie pas la moitié. Je ne paie pas un quart. Je ne paie rien pour vos frais de logement. Mais nous ne pouvons pas nous permettre le paiement complet sans ton aide. Alors vous devrez trouver un moyen de vous le permettre ou trouver un logement que vous pouvez réellement vous permettre. Concept révolutionnaire, je sais. Voici ce qui me fascine chez les gens qui deviennent financièrement dépendants des autres. Ils ne veulent jamais discuter de l'arrangement jusqu'à ce que vous menaciez d'y mettre fin. Pendant 2 ans et demi, personne ne m'a demandé si ça me dérangeait de sacrifier mes objectifs financiers pour leur confort. Mais au moment où j'ai priorisé mes propres besoins, soudainement je suis déraisonnable et égoïste. Jeudi soir a apporté le développement le plus intéressant à ce jour. Je travaillais tard quand maman a appelé, et sa voix portait une défaite que je n'avais jamais entendue auparavant. Chérie, je dois te demander quelque chose directement. Ne vas-tu vraiment plus jamais nous aider financièrement? Maman, je suis heureuse d'aider d'une manière qui n'implique pas que je sacrifie ma stabilité financière pour votre confort. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je peux vous aider à créer un budget réaliste. Je peux aider papa à améliorer son CV et sa stratégie de recherche d'emploi. Je peux aider Madison à comprendre comment fonctionne réellement le processus d'embauche, mais je ne paie plus vos factures.
Longue pause pendant que ce concept apparemment révolutionnaire s'imprégnait. Nous ne savons honnêtement pas comment nous en sortir sans ce revenu. Alors il est temps d'apprendre. Vous êtes tous les deux des adultes intelligents qui géraient leurs finances avant que papa ne perde son emploi. Vous pouvez vous en sortir à nouveau. Vendredi a apporté l'appel que j'attendais à moitié. Derek, avec ce qui semblait être une réelle préoccupation mêlée de culpabilité. J'ai réfléchi à notre conversation. Ouais. J'ai l'impression que j'aurais peut-être dû contribuer à quelque chose. Je ne réalisais pas à quel point tu portais tout. Derek, tu n'as pas à te sentir coupable. Tu as ta propre famille et tes propres responsabilités financières. Mais peut-être que je pourrais envoyer un petit quelque chose chaque mois. Pas grand-chose, mais quelque chose pour aider. C'était fascinant. Derek, qui avait été complètement absent du soutien financier, proposait d'aider maintenant que j'avais cessé de porter toute la charge. C'était comme si mon refus de continuer à être la solution de tout le monde avait forcé les gens à examiner réellement le problème. Derek, si tu veux les aider, c'est ton choix. Mais ne le fais pas parce que tu te sens coupable de ma décision d'arrêter. C'est juste que je n'arrête pas de penser à quel point cet arrangement a été injuste pour toi. Enfin, quelqu'un a reconnu que cela avait été complètement unilatéral. Le week-end a été d'un calme béat. Pas d'appel d'urgence, pas de tentative de culpabilisation, pas de demande financière. Juste moi, mon appartement, et la prise de conscience croissante que j'avais vécue comme une étrangère dans ma propre vie. Dimanche soir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis près de 3 ans. J'ai regardé des forfaits vacances pour la Nouvelle-Zélande. De vrai, pour des endroits que je voulais vraiment visiter, financés par de l'argent qui serait réellement le mien à dépenser. C'était comme planifier ma propre évasion de prison, et j'étais absolument partante pour ça. 2 semaines après ce que j'avais commencé à appeler la grande émancipation financière, j'ai reçu un texto qui m'a presque fait lâcher mon café. J'ai un entretien d'embauche demain. Souhaite-moi bonne chance, Madison. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. Madison, ma sœur perpétuellement au chômage, qui avait auparavant traité l'emploi comme d'autres traitaient les traitements de canal, avait en fait postulé pour un emploi et obtenu un entretien. Les miracles existent, apparemment. Bonne chance, ai-je répondu par texto, car malgré tout, je ne suis pas complètement sans cœur. L'entretien était pour un poste de coordinateur des médias sociaux dans une petite agence de marketing. Salaire de débutant, responsabilité de base, exactement le genre d'emploi qu'elle aurait dû chercher il y a 3 ans au lieu de se lancer dans son coûteux voyage de découverte de soi financé par mon sacrifice. Elle a appelé ce soir-là avec une énergie que je n'avais pas entendue depuis sa dernière ouverture de galerie d'art. Je pense que ça s'est bien passé. Ils ont aimé que je comprenne les plateformes de médias sociaux et apparemment mon portfolio de photographie a démontré une pensée visuelle créative. C'est super, Madison. Je dois te dire quelque chose. C'est parti, pensais-je. La demande de financement pour la tenue d'entretien ou d'argent pour l'essence jusqu'à son premier salaire. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé au dîner, à ce que papa t'a dit. Oh, pas ce à quoi je m'attendais. Tu t'es occupé de tout le monde pendant des années et aucun de nous ne l'a apprécié. Nous nous y attendions, comme si c'était ton travail ou quelque chose comme ça. C'était probablement le plus long discours sur quelqu'un d'autre qu'elle-même que Madison ait jamais prononcé. Je me suis plainte abondamment de la pression financière, ai-je souligné. Tu l'as mentionné, mais tu n'as jamais, je ne sais pas, donné l'impression que c'était un gros problème. Tu as juste géré tout ça tranquillement, alors on a supposé que ça t'allait. Ça ne m'a jamais été. J'essayais d'être serviable en espérant que vous trouveriez tous comment être autonome. Mais tu n'aurais pas dû avoir à espérer. Nous aurions dû faire attention à ce que tu sacrifiais. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'étais susceptible d'obtenir de Madison, et honnêtement, cela montrait plus de conscience de soi que ce à quoi je m'étais attendu. Les résultats de l'entretien d'embauche sont arrivés vendredi matin. Madison a obtenu le poste, 34 000 $ par an pour commencer, avec des avantages sociaux et des possibilités d'avancement. Pas de l'argent qui change la vie, mais assez pour commencer à construire une véritable indépendance. Son premier jour était lundi, et elle a appelé pendant la pause déjeuner, l'air dépassé, mais étrangement fière. C'est plus difficile que ce à quoi je m'attendais, a-t-elle admis. Genre, vraiment stimulant, mais j'aide les petites entreprises à développer leur présence sur les médias sociaux, et ça me semble utile. C'est merveilleux.
Puis-je te demander quelque chose? Si je te remboursais progressivement, peut-être $50 par mois, est-ce que ce serait d'accord pour une partie de l'argent que tu as dépensé pour nous soutenir? J'ai failli laisser tomber le téléphone. Madison, qui n'avait jamais contribué volontairement à aucune dépense, proposait de rembourser de l'argent que je n'avais jamais demandé ni attendu en retour. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je veux le faire. J'ai calculé approximativement combien tu as dépensé pour notre foyer, et c'est probablement proche de $100 000 sur 2 ans et demi. Je ne peux pas rembourser tout ça rapidement, mais je veux contribuer à quelque chose. $100 000. Entendre ce chiffre prononcé à voix haute a eu un impact différent de mes propres calculs mentaux. C'était plus que le salaire annuel de la plupart des gens. J'avais donné à ma famille assez d'argent pour acheter une voiture décente ou verser un acompte sur une maison. Pendant ce temps, papa vivait son propre ajustement à la réalité. Sa recherche d'emploi, qui avait été tranquille quand mon salaire couvrait tout, est devenue soudainement très ciblée. Incroyable à quel point le chômage devient motivant lorsque le sans-abrisme est une possibilité réelle. Il avait soumis plus de candidatures en 2 semaines qu'au cours des 6 mois précédents. Sa fierté d'accepter n'importe quel travail s'est évaporée lorsque n'importe quel travail est devenu la différence entre garder et perdre leur maison. Mercredi soir a apporté une nouvelle que j'espérais mais osais à peine attendre. J'ai trouvé un poste, a annoncé papa quand j'ai répondu à son appel. C'est fantastique. Raconte-moi. Coordinateur des opérations pour une entreprise de logistique. Ce n'est pas ce que je faisais avant et le salaire est inférieur à mon ancien emploi, mais c'est un travail stable avec de bons avantages. Papa, je suis sincèrement heureuse pour toi. Je te dois plus que des nouvelles de mon emploi. C'était un nouveau territoire. Les excuses ne faisaient généralement pas partie du répertoire de communication de papa. Ce que j'ai dit au dîner était mal. Tu n'es pas seulement la fille qui travaille pendant que Madison suit ses rêves. Tu es la fille qui nous a sauvés quand nous avions besoin d'aide. Et au lieu d'apprécier ce sacrifice, je t'ai rabaissé. Ma gorge s'est serrée de manière inattendue. Merci de dire ça. Ta mère et moi allons trouver comment nous en sortir sans dépendre de ton soutien financier. Ça prendra peut-être du temps pour tout rattraper, mais nous ne te demanderons plus d'argent. J'apprécie ça. Et je suis fier de toi pour t'être défendu. Il a fallu un vrai courage pour tracer cette ligne. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement en ressentant quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. L'espoir. Pas seulement pour mon propre avenir, mais pour la capacité de ma famille à réellement grandir et changer au lieu de rester coincé dans des schémas dysfonctionnels. La crise que j'avais créée en coupant le soutien financier ne les avait pas détruits. Elle les avait forcés à redécouvrir des capacités qu'ils avaient oubliées. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'être la béquille permanente de quelqu'un. Qui aurait cru que l'amour vache pouvait réellement fonctionner? 4 mois après ma déclaration d'indépendance financière, ma famille devenait véritablement méconnaissable. Papa excellait dans son travail de logistique et semblait plus heureux que pendant toute sa période de chômage. Maman avait augmenté ses heures à la boutique et trouvé un travail de comptabilité le week-end. Madison s'épanouissait à l'agence de marketing et avait même reçu une petite augmentation. Mais la véritable transformation se produisait dans ma propre vie. Pour la première fois depuis des années, je pouvais me concentrer sur mes propres objectifs au lieu de calculer constamment comment gérer les urgences de tout le monde. La différence était remarquable, comme si je pouvais enfin penser clairement après des années de brouillard mental. J'avais fait des recherches sur la possibilité de créer ma propre entreprise de conseil. Avec les $4 000 supplémentaires par mois qui ne disparaissaient pas dans le foyer de mes parents, je pouvais réellement constituer un fonds de commerce. De l'argent réel pour des plans réels au lieu d'un triage financier perpétuel. J'ai une idée, a dit Madison lors d'un de nos points hebdomadaires. Oui, des points hebdomadaires. Nous communiquions en fait plus maintenant que lorsque je soutenais financièrement toute son existence. Qu'est-ce que c'est? Ton idée d'entreprise de conseil a besoin de soutien marketing, non? Éventuellement, oui. Et si je m'en occupais pour toi? Je pourrais gérer tes médias sociaux, créer du contenu, aider à établir ta présence en ligne. J'ai fait une pause, considérant cette offre. Madison, j'apprécie l'idée, mais je ne peux pas me permettre de te payer beaucoup au démarrage. Et si on faisait un arrangement d'échange? Je m'occupe de ton marketing en échange de mentorat d'affaires et de conseils de carrière. C'était intéressant.
Au lieu de demander de l'argent, Madison proposait un partenariat mutuellement bénéfique, une relation professionnelle plutôt qu'une dépendance financière. Ça pourrait vraiment fonctionner, ai-je dit. Laisse-moi réfléchir à ce dont j'aurais besoin. J'ai déjà commencé à réfléchir, a-t-elle admis. J'ai créé du contenu d'exemple et une stratégie préliminaire. Tu veux voir? Le matériel qu'elle m'a montré était vraiment impressionnant, professionnel, engageant, et démontrait clairement une compréhension du marketing d'entreprise au-delà de la simple publication de jolies photos. Madison, c'est du très bon travail. J'ai beaucoup appris à l'agence de marketing. En plus, je veux t'aider à réussir, surtout compte tenu de tout ce que tu as fait pour notre famille. 6 mois après avoir coupé le soutien financier, j'ai fait le grand saut. J'ai enregistré ma SARL, conçu un site web de base et commencé à contacter d'anciens collègues au sujet d'opportunités de conseils potentiels. La réponse a été encourageante, mais pas écrasante. 2 anciens collègues ont exprimé leur intérêt à m'engager pour de petits projets que leurs entreprises ne pouvaient pas gérer en interne. Pas exactement un flot d'affaires, mais assez pour commencer à constituer une base de clients. Mon premier projet était une analyse des processus financiers pour une entreprise manufacturière de taille moyenne. Budget modeste, $8 000 pour 6 semaines de travail, mais exactement le genre de défi que j'aimais résoudre. Le travail était revigorant d'une manière que mon emploi régulier avait cessé d'être il y a des années. Au lieu d'analyser les stratégies des autres, je développais mes propres recommandations. Au lieu de mettre en œuvre la vision de quelqu'un d'autre, je créais des solutions à partir de zéro. Mais j'étais aussi terrifié. Le salaire stable sur lequel j'avais compté pendant des années avait disparu, remplacé par l'incertitude de l'auto-emploi. Certains jours, je me demandais si j'avais fait une énorme erreur en quittant la sécurité de l'entreprise pour le chaos de l'entrepreneuriat. Comment va le conseil? A demandé papa lors d'un de nos dîners mensuels. Une nouvelle tradition où nous partagions réellement l'addition comme des adultes civilisés. Terrifiant et exaltant à parts égales. Ça semble normal pour quelqu'un qui construit quelque chose de significatif. Certains jours, je me demande si j'aurais dû rester chez Morrison & Associates et simplement faire du conseil à temps partiel. Il a interrompu Madison. Tu voulais créer ta propre entreprise depuis des années. Tu le fais enfin au lieu de simplement en parler. Elle avait raison. J'avais discuté de cette possibilité depuis si longtemps que cela avait commencé à ressembler plus à un fantasme qu'à un objectif réaliste. La percée est venue 8 mois après le début de l'entreprise. Mon client manufacturier était si satisfait de mon travail qu'il m'a recommandé à une autre entreprise de son réseau. Soudain, j'avais 2 clients au lieu d'1. Et plus important encore, j'avais la preuve que des clients satisfaits généreraient des affaires supplémentaires. Le deuxième projet était plus grand. Une analyse complète de l'efficacité financière pour une chaîne de restaurants régionale. Durée 4 mois. Budget $25 000. Plus d'argent que je n'en avais jamais gagné sur un seul projet. C'est incroyable, a dit Madison quand j'ai partagé la nouvelle. Tu construis vraiment quelque chose de significatif. Ça commence à sembler réel au lieu d'être juste un espoir. Quelle est la prochaine étape? Je veux m'établir dans le conseil en santé. Les hôpitaux et les cabinets médicaux ont des défis financiers uniques que la plupart des consultants ne comprennent pas. Comment comptes-tu percer ce marché? Recherche, réseautage, et probablement quelques consultations gratuites pour démontrer mon expertise. Madison a souri. C'est le genre de pensée stratégique qui va faire réussir cette entreprise. 3 semaines plus tard, l'opportunité a frappé de manière inattendue. Mon comptable a mentionné que sa femme travaillait pour un petit cabinet médical qui luttait avec l'efficacité de la facturation et la gestion de la trésorerie. Serais-tu intéressé à les rencontrer? A-t-il demandé. Sans garantie, mais il pourrait être ouvert à une aide en conseil. Absolument. La consultation du cabinet médical a été ma première exposition aux finances de la santé, et j'étais fasciné. Facturation complexe des assurances, exigences de conformité réglementaire et inefficacités opérationnelles qui faisaient perdre de l'argent quotidiennement. Dr Patterson, ai-je dit après avoir examiné leurs données préliminaires, je pense que je peux vous aider à récupérer des revenus importants qui sont actuellement perdus à cause d'inefficacité de processus. De quel genre d'amélioration parlons-nous? Sur la base de mon analyse initiale, probablement une augmentation de 15 à 20% des recouvrements mensuels sans changer vos opérations de soins aux patients. Les honoraires du projet étaient modestes, $12 000 pour 3 mois de travail, mais cela m'a donné une expérience inestimable dans le conseil en santé,
et plus important encore, des résultats mesurables que je pouvais utiliser pour attirer des clients plus importants. À la fin de ma première année d'activité, j'avais une base de clients petite mais stable, une réputation croissante pour des solutions pratiques, et quelque chose que je n'avais pas connu dans l'emploi en entreprise, une véritable excitation à l'idée d'aller travailler chaque jour. La jeune femme effrayée qui finançait les rêves de tout le monde tout en sacrifiant les siens était devenue quelqu'un qui construisait quelque chose de significatif selon ses propres termes. Et ce n'était que le début. 14 mois après le début de mon activité de conseil, j'étais assise dans mon petit bureau à examiner une proposition qui pourrait tout changer. L'hôpital régional du Nord-Ouest du Pacifique, un établissement de taille moyenne à 1 heure de la ville, faisait face à de sérieux défis financiers et avait besoin d'un conseil complet en matière d'efficacité. L'ampleur du projet était considérable. 6 mois d'analyse intensive couvrant tout, des processus de facturation à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Budget $45 000, plus que ce qu'on m'avait jamais offert pour un seul contrat. Mais voici le truc avec le conseil en santé que personne ne vous dit. Ce ne sont pas seulement des chiffres sur des feuilles de calcul. Ce sont des décisions financières qui affectent directement les soins aux patients et les services de santé communautaires. Le poids de cette responsabilité était à la fois terrifiant et motivant. Madame Chen, a dit David Park, le directeur financier de l'hôpital, lors de notre première réunion. Je vais être direct. Nous sommes confrontés à une pression financière qui pourrait nous forcer à réduire les services ou même à fermer certains départements. Nous avons besoin de solutions qui préservent les soins aux patients tout en améliorant nos résultats. Aucune pression, n'est-ce pas? Juste sauver un hôpital communautaire tout en maintenant des services médicaux dont les gens dépendent littéralement pour leur survie. J'ai passé la semaine suivante plongé dans leurs données financières. Et ce que j'ai trouvé était à la fois fascinant et profondément préoccupant. L'hôpital avait un potentiel énorme d'amélioration de l'efficacité, mais ils avaient aussi des problèmes systémiques qui nécessitaient des changements opérationnels importants. David, j'ai terminé mon analyse préliminaire, ai-je dit lors de notre réunion de suivi. Bonne nouvelle ou nouvelle préoccupante? Les deux. La nouvelle préoccupante est que votre trajectoire actuelle est financièrement insoutenable sans changement majeur. Mais la bonne nouvelle est que la plupart de vos problèmes sont solubles grâce à de meilleurs systèmes et processus. J'ai présenté 12 domaines spécifiques où une meilleure efficacité pourrait réduire les coûts sans affecter les soins aux patients, plus 6 opportunités d'amélioration des revenus qu'ils n'exploitaient pas actuellement. C'est complet, a dit David en examinant mon rapport initial. Il faut que ça le soit. On ne résout pas une crise financière avec des ajustements mineurs. Quel est votre calendrier réaliste pour mettre en œuvre ces changements? La mise en œuvre complète prendrait 8 à 10 mois, mais vous pourriez voir des améliorations positives de la trésorerie dans les 3 mois si nous priorisons les modifications à plus fort impact. La réunion du conseil d'administration de l'hôpital était prévue pour le jeudi suivant. Je me suis préparé comme si mon entreprise en dépendait, ce qui était fondamentalement le cas. Décrocher ce contrat établirait ma réputation dans le conseil en santé et fournirait une stabilité financière à mon entreprise en pleine croissance. En entrant dans la salle du conseil, j'ai senti la gravité de la situation. 15 membres du conseil, y compris des chefs d'entreprise locaux, des militants communautaires et des professionnels de la santé. Tous sincèrement préoccupés par la préservation des services de santé essentiels pour leur communauté. Ma présentation a duré 45 minutes. J'ai exposé la réalité financière clairement, mais sans alarmer, puis j'ai détaillé des solutions spécifiques avec des calendriers et des résultats projetés. Des questions? Ai-je demandé quand j'ai fini? Sarah Williams, membre du conseil, a levé la main. Madame Chen, cela représente un investissement substantiel pendant une période financière déjà difficile. Quelles assurances pouvez-vous nous donner? J'avais anticipé cette question. Sarah, je ne peux pas garantir des résultats numériques spécifiques. Ce serait irresponsable. Mais je peux garantir que chaque recommandation sera basée sur une analyse approfondie. La mise en œuvre sera surveillée de près et nous ajusterons les stratégies en fonction des résultats réels plutôt que des projections théoriques. Avez-vous déjà travaillé avec des hôpitaux? A demandé le docteur Martinez. Ce serait mon premier client hospitalier, mais j'ai beaucoup travaillé avec des systèmes financiers complexes. Les principes de l'analyse de l'efficacité s'appliquent à toutes les industries, et j'ai investi beaucoup de temps à comprendre les défis spécifiques à la santé. Les questions ont continué pendant 30 minutes, détaillées, réfléchies, parfois difficiles. À la fin, je me suis senti minutieusement examiné, mais équitablement évalué.
Nous aurons besoin de temps pour en discuter en interne, a annoncé David. Madame Chen, merci pour cette présentation très complète. Je suis parti en me sentant prudemment optimiste, mais en essayant de ne pas trop m'attacher à un résultat que je ne pouvais pas contrôler. L'appel est arrivé vendredi après-midi. Le conseil a voté pour aller de l'avant avec votre proposition. Quand pouvez-vous commencer? J'ai dû m'asseoir. Mon entreprise de conseil venait de décrocher son premier grand contrat dans le secteur de la santé, un engagement de 45 000 $ qui allait soit établir ma réputation dans un nouveau domaine, soit potentiellement mettre fin à mon entreprise si je ne pouvais pas livrer de résultats. Je peux commencer lundi, ai-je réussi à dire. Excellent. Nous aurons le contrat prêt pour examen d'ici la fin de la journée. Ce soir-là, j'ai appelé Madison pour partager la nouvelle. 45 000 $. Léla, c'est incroyable. C'est aussi terrifiant. Si je rate ça, ma réputation dans le conseil en santé est finie avant même d'avoir commencé. Mais si tu réussis. Si je réussis, je pourrais m'établir comme un acteur sérieux dans un domaine qui a vraiment besoin de bons consultants. Tu vas réussir, a dit Madison avec plus de confiance que je n'en ressentais. Tu sais pourquoi? Parce que je suis brillamment talentueuse et dévastateusement modeste? Parce que tu te soucies réellement de résoudre les problèmes au lieu de simplement gagner de l'argent. Cet hôpital a besoin de quelqu'un qui comprend que sa santé financière affecte la vie de vraies personnes. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Vais-je réussir à naviguer mon premier grand projet de conseil en santé? 3 semaines après le début du contrat avec l'hôpital, je découvrais que le conseil en santé ne ressemblait à rien de ce que j'avais fait auparavant. Chaque recommandation d'efficacité devait tenir compte des implications pour la sécurité des patients. Chaque mesure d'économie de coûts nécessitait une analyse de son impact potentiel sur la qualité des soins. Mais je découvrais aussi autre chose. J'étais vraiment doué pour ce travail. Mon approche systématique de l'analyse financière était exactement ce dont les opérations complexes de santé avaient besoin. Les résultats préliminaires étaient encourageants. Nous avions identifié des améliorations de processus qui pourraient économiser environ 18 000 $ par mois sans affecter les services aux patients, plus des améliorations de revenus qui pourraient ajouter 12 000 $ de plus en revenus mensuels. Plus important encore, je nouais des relations avec des professionnels de la santé qui respectaient mon approche et commençaient à me recommander à des collègues d'autres établissements. À la fin du projet de l'hôpital, j'avais 3 autres demandes de conseil en santé et une réputation grandissante pour des solutions pratiques et axées sur les résultats. La jeune femme effrayée qui avait été le filet de sécurité financier de tout le monde était devenue quelqu'un qui résolvait des problèmes complexes et développait une véritable expertise dans un domaine qui faisait une réelle différence dans la vie des gens. 6 mois après le début du projet de l'hôpital, les résultats dépassaient les attentes de tout le monde, y compris les miennes. Nous avions mis en œuvre des améliorations d'efficacité, économisant 22 000 $ par mois, et des améliorations de revenus, ajoutant 15 000 $ de plus en revenus mensuels. David Park rayonnait pratiquement lors de nos réunions de suivi. Le conseil est plus que satisfait. Nous sommes en avance sur le calendrier pour chaque indicateur. Je suis ravi aussi. Ce projet a été incroyablement instructif. Il y a autre chose. Nous aimerions discuter de la prolongation de l'engagement et de l'élargissement du champ d'application. Il y a d'autres domaines opérationnels où votre expertise pourrait être précieuse. Plus de travail signifiait m'établir comme une consultante sérieuse en santé, mais cela signifiait aussi quelque chose de plus grand. J'aidais sincèrement à préserver des services médicaux essentiels pour la communauté. Cet après-midi-là a apporté un appel inattendu de Jennifer, mon ancienne collègue chez Morrison & Associates. Je voulais te prévenir de quelque chose d'intéressant. Arnold quitte l'entreprise. Arnold, mon ancien patron, qui s'était attribué le mérite de mon travail pendant des années tout en me privant de promotion. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? La nouvelle direction a examiné les dossiers de projet et a découvert des divergences dans la manière dont le crédit était attribué pour divers succès clients. Il s'avère que plusieurs grandes victoires qu'Arnold s'est attribuées étaient en fait ton travail. Je me suis adossé à ma chaise en traitant cette information. La justification ressentie était surréaliste mais satisfaisante. Ils m'ont posé des questions à ce sujet puisque j'ai travaillé en étroite collaboration avec vous deux. Je leur ai dit la vérité sur qui avait réellement développé ces stratégies et géré ses relations clients. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une émotion inattendue. De la pitié pour Arnold, non pas parce qu'il avait été pris en train de s'attribuer le mérite du travail des autres,
mais parce qu'il n'avait apparemment jamais appris à réussir sur la base de son propre mérite. Pendant ce temps, je construisais quelque chose d'authentique, basé entièrement sur mes propres capacités et mon intégrité. L'ironie était parfaite. Alors que je m'établissais comme consultante indépendante, l'homme qui avait freiné ma carrière subissait les conséquences de sa malhonnêteté professionnelle. 2 semaines plus tard ont apporté une nouvelle qui illustrait à quel point la dynamique de ma famille avait évolué. On m'a offert un nouveau poste, a annoncé Madison lors de notre point hebdomadaire. C'est fantastique. Raconte-moi. Responsable senior des médias sociaux pour une agence de marketing régionale. Augmentation de salaire significative, meilleurs avantages, et ils ont spécifiquement mentionné avoir été impressionnés par le travail de marketing d'entreprise que je fais pour toi. Madison, je suis si fier de tes progrès. Voici le truc. J'ai presque refusé. Pourquoi aurais-tu fait ça? Parce que j'avais peur de te laisser sans soutien marketing pour ton entreprise. C'était remarquable. Il y a 18 mois, Madison n'avait jamais considéré comment ses choix affectaient les autres. Maintenant, elle tenait compte des besoins de mon entreprise dans ses décisions de carrière. Madison, tu devrais absolument accepter le poste. Je peux embaucher quelqu'un d'autre pour le soutien marketing, mais cette opportunité est spécifiquement pour toi. Tu es sûr? Je suis certaine. Et Madison, le fait que tu aies considéré mon entreprise dans ta prise de décision signifie tout pour moi. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la transformation complète de notre relation. Nous avions évolué d'une dynamique où elle dépendait de moi financièrement à une où nous nous soutenions mutuellement en tant qu'égal professionnel. Son succès améliorait le mien plutôt que de le concurrencer. 1 mois plus tard a apporté un visiteur surprise à mon bureau. Papa, l'air plus confiant et énergique que je ne l'avais vu depuis des années. Chérie, j'ai une nouvelle que je voulais te partager en personne. Une bonne nouvelle, j'espère. J'ai été promu directeur des opérations. Augmentation de salaire substantielle, responsabilités supplémentaires, et il m'envoie en formation de gestion. Papa, c'est merveilleux. Je dois te dire quelque chose d'important. Quand tu as coupé le soutien financier, c'était initialement dévastateur, mais c'était aussi la meilleure chose qui pouvait m'arriver professionnellement. Comment ça? Quand j'étais au chômage et que tu couvrais nos dépenses, je me suis habitué à ne pas faire beaucoup d'efforts. Je postulais pour des emplois sans conviction parce que je savais que nous ne perdrions pas la maison si je ne trouvais pas de travail immédiatement. Il s'est assis en face de mon bureau, l'air fier, mais aussi un peu embarrassé. Mais quand ce filet de sécurité a disparu, j'ai dû vraiment m'engager à trouver un emploi et ensuite à y exceller. J'avais oublié à quel point c'est bon de gagner sa vie et de contribuer de manière significative à la sécurité financière de ma famille. Je suis contente que tu aies retrouvé cette motivation. Ta mère et moi voulons t'emmener dîner pour célébrer le succès de ton entreprise. Quelque part de bien, c'est nous qui invitons. Absolument aucune attente d'aide financière de ta part. L'invitation à dîner semblait symbolique. Pas une réunion de famille où je finirais inévitablement par payer malgré les promesses de tout le monde, mais une véritable célébration financée par leurs propres revenus. Ce dîner au restaurant était tout ce que papa avait promis. Nous avons célébré mon entreprise en pleine croissance, l'avancement de carrière de Madison et leur progrès vers une indépendance financière complète. Personne n'a mentionné les dettes passées ou les obligations futures. Nous étions simplement une famille partageant un repas et célébrant les réussites de chacun. La conversation s'est naturellement tournée vers mes plans d'expansion d'entreprise. Je songe à me spécialiser exclusivement dans le conseil en santé, leur ai-je dit. Les hôpitaux et les cabinets médicaux ont des défis uniques que la plupart des consultants financiers ne comprennent pas, ça a l'air d'être un travail significatif, a dit maman. Tu aiderais à préserver les services de santé pour les communautés qui en ont besoin. Exactement. C'est plus que simplement améliorer les marges bénéficiaires. Il s'agit de garantir que les services médicaux essentiels restent durables et accessibles. Je suis fier de ce que tu as construit, a dit papa. Il y a 1 an et demi, tu soutenais notre famille financièrement. Maintenant, tu construis une entreprise qui sert ta communauté tout en atteignant l'indépendance que tu as toujours voulu. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à la jeune femme effrayée qui sacrifiait ses rêves pour financer le confort de tout le monde. Cette personne ressemblait à un personnage de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais devenu quelqu'un qui fixait des limites claires, exigeait le respect professionnel et construisait le succès grâce à l'expertise plutôt qu'en cherchant à plaire aux gens.
La crise que j'avais créée en refusant un soutien financier continu n'avait pas détruit ma famille. Elle nous avait tous forcés à devenir des versions meilleures et plus fortes de nous-mêmes. Et la meilleure partie, je ne faisais que commencer à construire quelque chose qui ferait une réelle différence dans le monde. 8 mois après avoir coupé le soutien financier de ma famille, j'ai reçu un appel qui allait changer la trajectoire de mon entreprise d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Madame Chen, ici Margaret Stevens du réseau régional de santé. David Park a vivement recommandé vos services. Merci. Comment puis-je vous aider? Nous sommes un réseau de 4 hôpitaux à travers la région et nous sommes confrontés à des défis similaires à ceux que l'hôpital régional du Nord-Ouest du Pacifique a connus. Nous aimerions discuter d'un engagement de conseil complet. 4 hôpitaux, un réseau régional. Ce n'était pas juste un autre projet. C'était l'opportunité de m'établir comme un acteur majeur dans le conseil en santé. Je serais très intéressé à en savoir plus sur votre situation. Excellent. Pourriez-vous vous joindre à nous pour une présentation la semaine prochaine? Nous sommes prêts à discuter d'un engagement substantiel. La préparation de la présentation pour le réseau régional de santé a pris une semaine entière. Il ne s'agissait pas seulement de démontrer mes capacités. Il s'agissait de me positionner pour le genre de succès qui va au-delà de la réussite individuelle pour un impact réel. En entrant dans leur siège à Seattle ce mardi matin, j'ai pensé au contraste avec 2 ans plus tôt. À l'époque, je travaillais 16 heures par jour comme l'employé de quelqu'un d'autre tout en finançant le style de vie de ma famille. Maintenant, j'entrais dans une salle de conseil en tant que consultante indépendante avec des résultats prouvés, sur le point de proposer un contrat à 6 chiffres à un grand réseau de santé. La salle du conseil du réseau régional de santé était impressionnante, mais pas intimidante. Margaret Stevens était exactement ce à quoi je m'attendais d'après nos conversations téléphoniques, directes, intelligentes et axées sur les résultats plutôt que sur les présentations. Madame Chen, la recommandation de David Park était forte, mais nous avons aussi examiné votre travail de manière indépendante. Dites-nous comment vous aborderiez un réseau de 4 hôpitaux avec des niveaux de défis financiers variables. Pendant l'heure suivante, j'ai présenté l'analyse la plus complète que j'ai jamais préparée, des opportunités d'efficacité à l'échelle du système, des stratégies d'amélioration des revenus qui pourraient être étendues à plusieurs établissements, et des calendriers de mise en œuvre qui livreraient des résultats sans perturber les soins aux patients. Des questions, ai-je demandé quand j'ai fini. Le docteur Patricia Wong a levé la main. Madame Chen, ce champ d'application est ambitieux. Qu'est-ce qui vous rend confiante que vous pouvez livrer des résultats dans plusieurs hôpitaux simultanément? Docteur Wong, les principes de l'efficacité financière sont cohérents quelle que soit l'échelle. La clé est de comprendre que chaque hôpital a des caractéristiques uniques tout en reconnaissant que les problèmes systémiques nécessitent des solutions coordonnées. Laissez-moi vous donner un exemple spécifique. La gestion de la chaîne d'approvisionnement. Chaque hôpital négocie actuellement séparément avec les fournisseurs. Manquant des opportunités de pouvoir d'achat à l'échelle du réseau. Coordonner ces négociations pourrait réduire les coûts d'approvisionnement de 12 à 15% dans tous les établissements. Les questions ont continué pendant 40 minutes, détaillées, approfondies, parfois difficiles. À la fin, j'avais l'impression d'avoir été minutieusement évalué, mais j'étais aussi confiante dans mes réponses. Madame Chen, nous aurons besoin de temps pour en discuter en interne, a dit Margaret. Mais je veux que vous sachiez que cette présentation a dépassé nos attentes. J'ai quitté Seattle en me sentant optimiste, mais en essayant de ne pas trop m'attacher à un résultat que je ne pouvais pas contrôler. L'appel est arrivé jeudi matin alors que je travaillais sur les projections trimestrielles pour l'hôpital régional du Nord-Ouest du Pacifique. Ici Margaret Stevens. Le conseil a voté pour aller de l'avant avec votre proposition. J'ai dû lui demander de répéter les termes parce que mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que j'entendais. Engagement de 18 mois, portée régionale, $180 000 sur la période du contrat. Margaret, je suis honoré d'accepter. Excellent. Nous aurons besoin que vous élargissiez votre équipe pour cet engagement. Est-ce que ce sera gérable? Élargir mon équipe. Je passais de l'entreprise individuelle à la direction d'une véritable société de conseil avec des employés. Absolument gérable. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau en silence complet pendant plusieurs minutes. L'ampleur de ce qui venait de se passer était presque écrasante. J'étais passé d'être rabaissé par mon père comme la fille qui travaille à décrocher un contrat de conseil qui établirait mon entreprise comme une société de conseil en santé significative.
La première personne que j'ai appelée était Madison. Comment s'est passée la présentation? J'ai eu le contrat. 18 mois, 4 hôpitaux, plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé gagner dans ma toute première année d'activité. Oh mon Dieu, je suis si incroyablement fier de toi. Madison, je vais devoir embaucher des employés, des analystes, des chefs de projet, peut-être un autre consultant. Serais-tu intéressé à rejoindre l'entreprise à temps plein en tant que directrice du marketing et des communications? Tu es sérieuse? Complètement sérieuse. Ce sera une véritable société de conseil maintenant et j'ai besoin de personnes de confiance à des postes clés. Oui, absolument. Oui. Ce soir-là, je suis allé chez mes parents pour partager la nouvelle. Monter ces marches, les marches de la maison dont je payais le crédit, semblaient surréalistes, mais pas amères, juste différents. Maman et papa étaient dans le salon, tous deux l'air détendus et sincèrement heureux d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Chérie, a dit maman en me serrant chaleureusement dans ses bras. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai des nouvelles de l'entreprise. Je leur ai parlé du réseau régional de santé, du contrat de 18 mois, de mon passage de l'entreprise individuelle à la direction d'une véritable société de conseil avec des employés. Papa est resté silencieux un long moment, puis a parlé avec une fierté sincère dans sa voix. Ce que tu as construit est remarquable. Il y a 2 ans, tu soutenais notre famille financièrement tout en sacrifiant tes propres objectifs. Maintenant, tu construis quelque chose qui va employer d'autres personnes et servir plusieurs communautés. Ça a commencé par apprendre à me valoriser assez pour exiger le respect. Ce dîner où j'ai été si méprisant, a dit papa doucement. C'est à ce moment-là que tu as décidé d'arrêter d'accepter moins que ce que tu méritais, n'est-ce pas? Oui. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à voir ta valeur clairement. Mais je suis reconnaissant que tu aies trouvé le courage d'exiger un meilleur traitement, même de notre part. Cette nuit-là, allongé dans mon propre lit, dans mon propre appartement que je paie avec l'argent que je gagne, j'ai pensé au voyage depuis ce dîner de famille humiliant jusqu'à ce moment de triomphe professionnel. La femme qui avait accepté d'être valorisée uniquement pour ses contributions financières était devenue quelqu'un qui construisait de la valeur grâce à l'expertise et exigeait le respect par des limites claires. La transformation avait été douloureuse, effrayante et en valait totalement la peine. 18 mois après la grande émancipation financière, ma société de conseil occupait une suite de bureaux dans un immeuble professionnel du centre-ville. J'avais 6 employés, dont Madison comme directrice du marketing et 2 analystes en santé que j'avais embauchés pour gérer l'engagement du réseau régional de santé. Mais le changement le plus significatif n'était pas professionnel. Il était personnel. Ce mardi a commencé comme la plupart des autres, avec moi examinant les rapports de performance trimestriels pour le projet de l'hôpital régional. Les chiffres étaient exceptionnels. Nous avions dépassé chaque indicateur d'efficacité et 2 autres réseaux de santé m'avaient contacté pour des accords de conseil potentiels. Mon téléphone a sonné en milieu d'après-midi. C'était maman et sa voix portait une excitation sincère. Chérie, ton père et moi avons une nouvelle. Une bonne nouvelle, j'espère. Nous achetons une maison. J'ai failli laisser tomber mon café. Votre quoi? Un endroit plus petit que nous pouvons réellement nous permettre avec nos revenus combinés. Nous économisons de l'argent depuis 8 mois et nous nous sommes qualifiés pour un crédit immobilier basé entièrement sur nos propres revenus. C'était énorme. Mes parents, qui avaient été financièrement dépendants de moi pendant plus de 2 ans, avaient non seulement atteint une indépendance complète, mais prenaient un engagement financier majeur basé uniquement sur leurs propres revenus. Maman, c'est incroyable. Raconte-moi. C'est un charmant ranch de 2 chambres dans un quartier agréable. Pas aussi chic que là où nous vivons maintenant, mais c'est à nous. Sans l'aide de personne, sans co-signataire, juste nous prouvant que nous pouvons gérer nos propres responsabilités financières. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la transformation complète de notre dynamique familiale. La crise que j'avais créée en refusant un soutien financier continu avait forcé tout le monde à découvrir des capacités qu'ils avaient oubliées. Ce soir-là a apporté un développement encore plus significatif. Je travaillais tard à examiner des propositions d'expansion potentielle dans les systèmes de santé de l'Oregon quand j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Leila Chen Consulting, ici et là. Madame Chen, ici le docteur Michael Harrison du département de la santé de l'État de Washington. Je vous appelle au sujet d'une opportunité de conseil potentiel pour l'État. Le gouvernement de l'État. C'était plus grand que tout ce que j'avais envisagé. J'écoute.
Nous développons un programme pilote examinant la durabilité financière des hôpitaux ruraux. Votre travail avec le réseau régional de santé a attiré notre attention grâce à leur rapport trimestriel sur l'amélioration des résultats. Un contrat de conseil pour l'État, des hôpitaux ruraux qui avaient désespérément besoin du type d'analyse financière systématique que j'avais développé. Dr Harrison, je serais très intéressé à en savoir plus. Excellent. Pourriez-vous vous joindre à nous à Olympia la semaine prochaine pour une discussion préliminaire? La réunion à Olympia ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Des analystes de la politique de santé de l'État, des représentants des associations d'hôpitaux ruraux, des spécialistes du budget, tous réunis pour discuter de la manière de préserver les services médicaux essentiels dans les communautés mal desservies. Madame Chen, a dit le Dr Harrison lors de notre consultation privée, votre approche systématique de l'analyse de l'efficacité est exactement ce dont les hôpitaux ruraux ont besoin, mais ils n'ont pas les ressources pour embaucher des consultants individuellement. Donc, vous proposez un programme où les services de conseil sont financés par l'État. Exactement. Nous sélectionnons 12 hôpitaux ruraux dans différentes régions, fournissons un soutien de conseil par le biais de sous-traitants comme votre entreprise, et mesurons les résultats pour déterminer si cette approche devrait être étendue à l'échelle de l'État. L'ampleur était significative. 12 hôpitaux, plusieurs régions, potentiel d'expansion du programme à l'échelle de l'État si le pilote réussissait. De quel type de calendrier parlons-nous? Programme pilote de 18 mois avec extension potentielle basée sur les résultats, allocation budgétaire substantielle, processus de sélection concurrentielle entre les entreprises de conseil. Je suis retourné à Seattle la tête tourbillonnante. L'opportunité de l'État nécessiterait une expansion commerciale significative, l'embauche de consultants supplémentaires, l'établissement d'opérations régionales, mais elle établirait également mon entreprise comme un leader dans le conseil et la politique de la santé rurale. De retour à mon bureau, j'ai convoqué une réunion d'équipe pour discuter de l'opportunité. Un conseil pour l'État, a demandé Sarah, mon analyste principale. C'est incroyable. Cela signifierait une expansion majeure. Nous devrions embaucher au moins 4 consultants supplémentaires, établir des bureaux régionaux, restructurer complètement nos opérations. Madison s'est penché en avant. Tu as peur de grandir trop vite? Je suis terrifié de grandir trop vite, mais je suis plus terrifié de manquer cette opportunité d'influencer réellement la politique de la santé. De quoi aurais-tu besoin pour que ça marche? A demandé David, mon chef de projet. Une proposition détaillée démontrant notre capacité à gérer des opérations multi-régions, la preuve de nos résultats avec des systèmes de santé complexes, et un plan pour adapter notre approche aux défis des hôpitaux ruraux. La préparation de la proposition a pris 3 semaines. Chaque membre de l'équipe a apporté son expertise, et le document final était le travail le plus complet que nous ayons jamais produit. Mais la nuit avant de soumettre la proposition, j'ai dîné avec ma famille pour célébrer la promotion de papa au poste de directeur régional des opérations. A dit Madison pendant le dessert. J'ai pensé à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il y a 18 mois, nous étions tous dépendants de toi de différentes manières. Maintenant, tu vas potentiellement consulter le gouvernement de l'État sur la politique de la santé. Ça a été tout un voyage. Mais le truc, c'est que tu n'as pas réussi en nous abandonnant. Tu as réussi en nous apprenant à être indépendants pour que nous puissions tous devenir plus forts. Papa a levé son verre de vin. Aïla, qui nous a appris que la meilleure façon d'aider sa famille n'est pas de favoriser la dépendance, mais d'encourager l'autonomie et le respect mutuel. Et à toi, a ajouté maman. À la fille qui s'est assez valorisée pour exiger que nous la valorisions correctement aussi. Nous avons trinqué alors que je pensais à la jeune femme effrayée qui avait peur de décevoir les gens en fixant des limites. Cette femme était devenue quelqu'un qui avait bâti une entreprise prospère, influencé la politique de la santé et maintenu des relations familiales basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation financière. La proposition de l'État a été soumise le lendemain matin. Gagner ou perdre, j'avais déjà accompli quelque chose de plus précieux que n'importe quel contrat. J'avais découvert qui j'étais quand j'avais cessé d'être celle que tout le monde avait besoin que je sois. Et cette personne était capable de choses que je n'avais jamais imaginées possibles. 6 semaines après avoir soumis la proposition de l'État, j'étais assise dans mon bureau à examiner les plans d'expansion quand l'appel qui allait tout changer est arrivé. Madame Chen, ici le Dr Harrison du département de la santé. Dr Harrison, heureux de vous entendre. J'appelle avec d'excellentes nouvelles. Votre proposition a été sélectionnée pour le programme pilote des hôpitaux ruraux.
J'ai dû m'asseoir. Sélectionner. Sur les 23 entreprises de conseil qui ont soumis des propositions, la vôtre a été choisie par notre comité d'examen. Votre combinaison de résultats prouvés, d'approche systématique et de compréhension des défis de la santé rurale a fait de vous le choix évident. Conseil pour l'État, programme pilote de 18 mois, 12 hôpitaux ruraux dans 8 régions, allocation budgétaire de $240 000 pour l'engagement complet. Dr Harrison, je suis honoré et excité de commencer ce travail. Il y a plus. Sur la base de votre proposition et de nos recherches sur votre parcours, nous sommes également intéressés à discuter de votre rôle potentiel dans le développement de lignes directrices à l'échelle de l'État pour l'efficacité financière de la santé. Mais nous garderons cette conversation pour après que vous ayez démontré le succès du programme pilote. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau en regardant la photo de la Nouvelle-Zélande qui était sur mon bureau depuis les débuts de mon entreprise. J'avais en fait ce voyage 8 mois plus tôt, une célébration du succès de l'entreprise et de l'indépendance personnelle qui dépassait tout ce dont j'avais rêvé pendant ces sombres jours de dépendance financière familiale. Mais maintenant, cette photo représentait quelque chose de différent. Pas une évasion d'une vie que je ne pouvais pas contrôler, mais la preuve d'une vie que j'avais entièrement construite selon mes propres termes. Madison est entrée dans mon bureau avec du café et un sourire entendu. D'après cet appel, je suppose que nous avons eu le contrat de l'État. Nous l'avons eu, il a. Elle a posé le café et m'a serré dans ses bras. Tu réalises ce que cela signifie? Ça veut dire que je dois embaucher beaucoup plus de gens très rapidement. Ça veut dire que tu as construit quelque chose d'incroyable. De ce dîner où papa t'a rabaissé à un conseil en santé pour l'État en moins de 2 ans. Le contraste était remarquable. Il y a moins de 2 ans, je travaillais 16 heures par jour pour financer les choix des autres pendant que mes propres rêves prenaient la poussière. Maintenant, je dirigeais une société de conseil qui allait influencer la politique de la santé au niveau de l'État. Ce soir-là, mes parents m'ont emmené dîner au restaurant où nous avions célébré le lancement de mon entreprise. Mais cette conversation était différente. Chérie, a dit maman, ton père et moi avons parlé de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Nous voulons nous excuser. Pas seulement pour ce dîner où papa a été si méprisant, mais pour toutes les années où nous avons pris ton soutien pour acquis sans reconnaître ce que tu sacrifiais. Papa s'est penché en avant. Nous réalisons maintenant que nous n'étions pas seulement dépendants de toi financièrement. Nous étions aussi dépendants émotionnellement. Au lieu de célébrer tes réussites et de soutenir tes objectifs, nous nous attendions juste à ce que tu résolves nos problèmes. Nous t'avons appris à sacrifier tes propres besoins pour le confort de tout le monde, a continué maman. C'était mal, et ça nous a presque coûté notre relation avec toi. Mais regarde ce que tu as accompli quand tu t'es enfin priorisé, a dit fièrement papa. Tu as construit quelque chose qui sert ta communauté tout en atteignant l'indépendance et le succès que tu as toujours mérité. La partie effrayée de moi s'inquiète encore parfois d'avoir fait les bons choix, ai-je admis. Il a dit Madison, tu nous as tous sauvés. Tu t'es sauvé toi-même en refusant de continuer à être la solution financière de tout le monde. Tu nous as sauvés en nous forçant à devenir indépendants et autonomes. Et maintenant, tu aides à préserver les services de santé pour les communautés rurales qui en ont désespérément besoin. Après le dîner, je suis rentré à mon appartement, le même petit appartement d'une chambre où je vivais quand j'ai coupé le soutien financier de ma famille. Je pouvais me permettre quelque chose de beaucoup plus grand maintenant, mais j'aimais cet espace. Il représentait l'indépendance, l'autodétermination et le fondement de tout ce qui a suivi de bon. Mon téléphone a vibré avec des textos de félicitations. Derek, j'ai entendu parler du contrat de l'État. Maman m'a appelé en pleurant de fierté. Si fière de toi, sœurette. Jennifer de mon ancien travail, j'ai vu l'annonce de ton contrat de conseil pour l'État. Pendant ce temps, Arnold est toujours au chômage. Justice rendue magnifiquement. David Park de l'hôpital régional du Nord-Ouest du Pacifique, félicitations pour le contrat de l'État. Rien de tout cela ne me surprend. Vous étiez toujours destiné à de grandes réalisations. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à esquisser le plan d'expansion de mon entreprise. Le conseil pour l'État signifiait établir des bureaux régionaux, embaucher des analystes spécialisés en santé rurale, développer des protocoles d'évaluation standardisés qui pourraient être appliqués à divers systèmes hospitaliers. Mais pendant que je travaillais, je n'arrêtais pas de penser à ce dîner il y a près de 2 ans, quand papa m'avait rabaissé comme étant simplement la fille qui travaille, tandis que Madison était la fille qui suit ses rêves. Il s'est avéré qu'il avait tort sur nous deux.
Madison n'était pas seulement la fille qui pouvait suivre ses rêves pendant que je sacrifiais les miens. Nous étions toutes les deux des filles qui ont appris à poursuivre nos objectifs en nous soutenant mutuellement en tant qu'égales plutôt qu'en favorisant les dépendances de l'autre. Et je n'étais pas seulement la fille qui travaillait. J'étais la fille qui comprenait que le travail pouvait être significatif, que l'indépendance financière était essentielle au respect de soi, et que la meilleure façon d'aider les gens que vous aimez est de refuser d'être leur solution permanente à des problèmes temporaires. La femme qui avait eu peur de décevoir les gens en fixant des limites était devenue quelqu'un qui changeait la vie des gens en les aidant à découvrir leurs propres capacités. 1 an plus tard, je me tenais dans la salle de conférence de mon bureau agrandi, regardant une carte avec des épingles marquant les 12 hôpitaux ruraux de notre programme pilote de l'État. Chaque épingle représentait une communauté qui recevrait de meilleurs soins de santé parce que leur hôpital avait appris à fonctionner de manière plus efficace et durable. Madison est entrée avec les résultats préliminaires de notre première évaluation trimestrielle. Léla, regarde ces chiffres. Les résultats dépassaient toutes les projections. Des économies de coûts moyennes de 18% dans les hôpitaux participants sans compromettre la qualité des soins aux patients. Des améliorations de revenus de 15% en moyenne grâce à une meilleure efficacité de la facturation et à l'optimisation des services. C'est un travail incroyable, ai-je dit. C'est un travail qui compte, a corrigé Madison. Tu ne construis pas seulement une entreprise prospère. Tu préserves des services médicaux essentiels pour les communautés qui en ont désespérément besoin. Cet après-midi-là, le docteur Harrison a appelé avec une nouvelle que j'espérais, mais osais à peine attendre. Il a, sur la base des résultats du programme pilote, la législature de l'État est intéressée à financer une initiative complète d'efficacité de la santé rurale. Nous aimerions discuter du rôle de votre entreprise dans le développement et la mise en œuvre de ce programme. Un programme à l'échelle de l'État, un financement législatif, une influence politique au niveau de l'État, et potentiellement au-delà. Je serais très intéressé par cette discussion. Il y a autre chose. Le succès de votre approche systématique a attiré l'attention d'autres États et d'organisations fédérales de la santé. Êtes-vous intéressé à explorer des opportunités de conseil en dehors de Washington ? Multi-État, consultation fédérale. L'étendue des possibilités semblait presque écrasante, mais incroyablement excitante. 2 ans et demi après avoir coupé le soutien financier de ma famille, j'ai reçu un appel qui allait cimenter ma transformation de distributeur automatique familial à influenceuse de la politique de la santé. Madame Chen, ici le docteur Rebecca Martinez du département de la santé et des services humains à Washington DC. Fédéral. Le mot seul a fait battre mon pouls. Docteur Martinez, comment puis-je vous aider ? Nous avons suivi le succès de votre programme pilote des hôpitaux ruraux de l'État. Les résultats ont attiré l'attention du Congrès. Nous développons une initiative nationale pour la durabilité financière de la santé rurale et nous aimerions discuter de votre rôle potentiel en tant que consultante principale pour le développement du programme. J'ai dû lui demander de répéter car mon cerveau ne pouvait pas tout à fait traiter ce que j'entendais. Consultante principale, programme national, attention du Congrès. Docteur Martinez, je serais extrêmement intéressé à en savoir plus. Excellent. Pouvez-vous nous rejoindre à DC le mois prochain pour des discussions préliminaires ? Nous envisageons une initiative de 3 ans avec un financement fédéral substantiel. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau, qui occupait maintenant la moitié d'un étage d'un immeuble du centre-ville de Seattle, entouré de preuves de la transformation complète de ma vie, des photos d'équipe de ma société de conseil de 12 personnes, des prix d'associations hospitalières, une carte montrant nos projets dans 3 États, mais surtout, une photo encadrée du dernier rassemblement de ma famille. Nous tous célébrant les fiançailles de Madison avec son collègue de l'agence de marketing dans la maison que mes parents avaient achetée avec leur propre argent, financée par des carrières qu'ils avaient bâties grâce à leurs propres efforts. Aucune dépendance financière, aucun ressentiment, juste une célébration sincère des réussites de chacun. La consultation fédérale à DC ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Des analystes politiques, des économistes de la santé, du personnel du Congrès, des représentants de communautés rurales de tout le pays, tous axés sur la préservation des services médicaux essentiels pour les populations mal desservies. Madame Chen, a dit le docteur Martinez lors de notre réunion privée, votre approche systématique de l'efficacité financière de la santé s'est avérée efficace dans divers environnements ruraux. Nous sommes intéressés à étendre cette méthodologie à l'échelle nationale. De quel type de portée parlons-nous ? La première phase concernerait 50 hôpitaux ruraux dans 20 États. La deuxième phase, en cas de succès,
s'étendrait pour inclure les services de santé tribaux et les centres de santé qualifiés au niveau fédéral. L'allocation budgétaire est substantielle, 2,8 millions de dollars sur 3 ans rien que pour les services de conseil. J'avais l'impression d'être dans la vie de quelqu'un d'autre. Il y a moins de 3 ans, je travaillais comme l'employé de quelqu'un d'autre tout en finançant le style de vie de ma famille. Maintenant, on m'invitait à influencer la politique de la santé au niveau national. Docteur Martinez, je suis honoré par cette opportunité. Quel est le calendrier pour la prise de décision? Nous avons besoin d'une proposition complète dans les 6 semaines. La sélection finale sera faite par un comité mixte comprenant des membres du HHS, du sous-comité de la santé du Congrès et des représentants de l'Association des hôpitaux ruraux. En rentrant à Seattle, j'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici. Tout a commencé par une simple décision. Refuser d'accepter que ma valeur pour ma famille se limitait à mon salaire. Cette décision avait forcé tout le monde à grandir. Madison avait découvert qu'elle était capable de réussir professionnellement. Mes parents avaient redécouvert leur capacité à être financièrement autonomes. J'avais appris que j'étais capable de construire quelque chose de significatif qui servait les autres tout en atteignant mes propres objectifs. La préparation de la proposition fédérale a pris 6 semaines. Toute mon équipe a apporté son expertise et le document final représentait le cadre d'efficacité de la santé le plus complet que nous ayons jamais développé. Mais la nuit avant de soumettre la proposition, j'ai dîné avec ma famille pour célébrer le 3e anniversaire de mon entreprise. Il a dit papa en levant son verre de vin. Il y a 3 ans, tu as pris une décision qui semblait dure à l'époque, mais qui s'est avérée être exactement ce dont nous avions tous besoin. Tu nous as appris que la chose la plus aimante est parfois de refuser de favoriser la dépendance. Maman a ajouté. Madison a souri. Et tu as prouvé que prendre soin de soi d'abord ne signifie pas abandonner les gens que l'on aime. Cela signifie devenir assez fort pour les aider réellement à grandir. La partie effrayée de moi n'arrive toujours pas à croire jusqu'où nous sommes tous allés, ai-je admis. Regarde autour de cette table, a dit Madison. Papa s'épanouit dans sa carrière et vient d'avoir une autre promotion. L'entreprise de comptabilité de maman se développe tellement qu'elle embauche de l'aide. Je vais me marier avec quelqu'un que j'ai rencontré grâce à un travail que j'aime. Et tu vas potentiellement influencer la politique nationale de la santé. Aucun de nous ne serait ici si tu n'avais pas trouvé le courage d'arrêter d'être la solution financière de tout le monde, a dit papa. Tu nous as forcés à découvrir que nous étions capables de bien plus que nous ne le pensions. La proposition fédérale a été soumise le lendemain matin. 2 semaines plus tard, le docteur Martinez a appelé avec la nouvelle. Je suis heureuse de vous informer que votre proposition a été sélectionnée. Bienvenue à l'Initiative nationale pour la durabilité financière de la santé rurale. 6 mois plus tard, je me tenais dans une salle d'audience du Congrès présentant les résultats trimestriels de notre programme pilote national à un sous-comité de la santé. Les chiffres étaient remarquables. Les hôpitaux participants avaient atteint une réduction moyenne des coûts de 22% tout en améliorant les scores de satisfaction des patients et en maintenant la qualité des soins. Madame Chen, a déclaré la présidente du comité, la sénatrice Williams. Ces résultats suggèrent qu'un conseil systématique en efficacité financière pourrait préserver l'accès aux soins de santé ruraux dans tout le pays. Quelle est votre recommandation pour l'expansion du programme? Sénatrice Williams, sur la base de nos données, je crois que cette approche pourrait être étendue pour servir chaque hôpital rural en Amérique tout en réduisant les coûts globaux de la santé et en améliorant les résultats pour les patients. Après l'audience, j'ai appelé ma famille pour partager la nouvelle de l'expansion potentielle du programme. Chérie, nous avons regardé l'audience en ligne, a dit maman. Nous sommes si fiers de ce que tu as accompli. C'est surréaliste, ai-je admis. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie. Tu sais ce que j'ai réalisé en te regardant aujourd'hui, a dit Madison. Tu n'as pas seulement construit une entreprise prospère. Tu as construit une vie où ton travail sert quelque chose de plus grand que toi tout en réalisant tout ce dont tu rêvais. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel avec vue sur le Capitole, pensant au voyage depuis ce dîner de famille humiliant jusqu'à ce moment de reconnaissance nationale. La femme qui avait accepté d'être valorisée uniquement pour ses contributions financières était devenue quelqu'un qui créait de la valeur grâce à l'expertise et influençait des politiques qui affecteraient des millions de personnes. La fille à qui on avait dit que son rôle était de travailler et de payer les factures était devenue quelqu'un qui prouvait qu'un travail significatif pouvait servir les communautés tout en construisant un succès personnel.
Et la jeune femme effrayée qui avait peur de prioriser ses propres rêves était devenue quelqu'un qui démontrait que prendre soin de soi d'abord vous permet de mieux prendre soin des autres. 3 ans plus tard, alors que je me préparais à témoigner devant le Congrès pour rendre le programme de santé rurale permanent, j'ai pensé à la vérité essentielle que j'avais apprise. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'être la solution permanente de quelqu'un à ses problèmes temporaires. Parfois, la chose la plus réussie que vous puissiez faire est de vous valoriser assez pour exiger que les autres vous valorisent de manière appropriée. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner des situations qui vous diminuent, même lorsque ces situations impliquent des personnes que vous aimez. Parce que de l'autre côté de ce courage se trouve une vie entièrement construite selon vos propres termes, remplie de but et de respect et de la profonde satisfaction de savoir que tout ce que vous avez accompli vous appartient sincèrement. L'Initiative nationale pour la durabilité financière de la santé rurale est devenue une politique fédérale permanente, préservant les services médicaux essentiels pour plus de 400 communautés rurales à travers l'Amérique. L'agence de marketing de Madison a prospéré et elle est devenue une experte reconnue en communication de la santé. Mes parents ont célébré leur 35e anniversaire de mariage dans la maison qu'ils ont achetée avec l'argent qu'ils ont gagné eux-mêmes. Et moi, j'ai découvert que lorsque vous arrêtez d'accepter moins que ce que vous méritez, vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous changez la vie de tout le monde autour de vous, souvent de manière plus merveilleuse que vous n'auriez pu l'imaginer. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte du courage de se valoriser et d'exiger un meilleur traitement, même de la part des personnes les plus proches de vous. Vos rêves comptent, vos limites comptent, et vous comptez. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. Parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir aux personnes que vous aimez est de leur apprendre que vous n'accepterez pas d'être pris pour acquis. Parce que lorsqu'ils apprennent à vous valoriser correctement, tout le monde y gagne.